Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, il sera question de fonctionnement autour du manga et pas de manga vraiment, pas de manga tout court. On va parler pognon, on va parler papier, camion, pilon et même camembert. Vive la France. Et ouais. Avec l'inflation, la crise qui touche tous les métiers cette année 2022 a été en partie compliquée pour les lecteurs, et si elle l'a donc été pour vous, c'est qu'elle l'a été aussi pour les éditeurs. Et effectivement, imaginez, il y a encore des choses très positives malgré tout cette année, mais il y a aussi quelques complications, toujours plus de mangas différents, ça c'est une bonne chose par exemple, des éditions assez hors du commun, et puis un marché encore et toujours en progression. Est-ce que vous voulez un petit chiffre ? Ah bah oui, toujours. Fin octobre, près de 39 millions de mangas vendus en 2022. Waouh. Ouais, pas mal, hein. Ouais. Dis-toi qu'il y a 2-3 ans, on était à 19 millions sur l'année, on était content. Oh, c'est génial, 19 millions de mangas. Peut-être qu'à la fin de l'année, on sera à 1 par habitant de France. Alors non, il reste que 2 mois, ça va être compliqué. Ah, mais Noël. Allez. On est donc sur une augmentation de plus 5% sur un an. C'est pas mal, 5% sur un an. Moi je trouve ça bien, Ouais. surtout qu'on le répète, l'année dernière, en 2021, c'était totalement exceptionnel puisqu'on avait déjà presque doublé. On avait doublé, ouais, on avait doublé, je crois. On avait fait une progression à 3 chiffres. Donc là, le fait que ça continue encore et encore, c'est plutôt pas mal. Peu importe ce qu'en pense RTL. Donc, que cache cette apparente bonne santé ? C'est ce qu'on va voir maintenant dans la 5e de couvre. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Bienvenue dans la 5e de couvre, nous voici fin prêts à découper, à charcuter, à dépecer et à aimer cette année manga de la galère. Salut Robin, salut Julie. Salut. Vous avez noté tous les problèmes qu'on a rencontrés cette année ? Il y avait une liste déjà un peu longue. Non mais en tout cas l'idée c'est plus de faire un développement général que de revenir en détail sur des choses précises. Là l'idée de cette émission c'est pas d'accuser qui que ce soit. Regardez ça a été mal fait, ça a été mal Les fait. taux Crunchyroll. Non. Les taux, oui exactement. Ni d'excuser les éditeurs. On va juste un peu dépeindre comment fonctionne l'édition et puis on va mettre des petits doigts à tel et à tel endroit histoire de chatouiller mais pas plus que Je pensais ça. plutôt peinture anglaise, tu vois, une espèce de grand paysage. On peut faire un grand paysage Mais si toi, tu tu veux veux. mettre des doigts partout. Moi je faisais des chatouilles, tu vois. Ok. C'est Noël tout ça, faut pas. Bref, nous sommes sur les réseaux sociaux, si vous voulez bavarder, n'hésitez pas, Insta, Facebook, Discord, Twitter. C'est vrai qu'on discute un peu plus sur Discord en général. Oui, c'est vrai. On essaye. On délaisse un peu le groupe Facebook, je dois avouer. Totalement. Mais à coup pas. Pardon. Mais c'est vrai que Discord, si jamais les auditeurs qui nous écoutent sont pas encore sur Discord, c'est vrai que c'est un peu devenu le nouveau groupe où on The discute place to beaucoup. be. Donc si vous avez pas trop peur d'aller sur Discord, venez nous rejoindre, c'est sympa. Et surtout, en fait, il y a un bug en plus en ce moment sur Facebook, on n'arrive pas à lire les messages privés des gens. Ah oui. Oui. Ça ne fonctionne pas. Je suis désolée. Voilà, ça ne marche pas. Faut aller Donc dans on le peut pas. métaverse et du coup c'est compliqué. Ah ouais. On n'a Non, pas je sais les pas. accès, j'ai perdu mon code. Bon, ouais. Non, mais on sait pas pourquoi, en fait, ça fait une page erreur. Ouais. Bref, pour ne rater aucune émission, donc pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, par exemple Spotify. D'ailleurs, vous avez été 55% de plus à vous être abonné cette année sur Spotify. On a fait plus 55% en abonnés, c'est énorme. Bah ouais, Bravo. Vous avez d'ailleurs fait de nous un podcast au top sur Spotify, puisque on fait désormais partie des 10% de podcasts les plus partagés dans le monde. Oh là là, mais on est tellement genre. Vous êtes c'est même guest, des quoi. auditeurs dévoués. Exactement. oui, ça. Et alors, mieux. Nous sommes désormais parmi les 5% de podcasts qui comptent le plus d'abonnés. Merveilleux. Voilà. Merci. Nous Exactement, merci. Revenons maintenant à cette émission, parce que, encore une fois, en 2022, on a assisté à de nombreux décalages de sortie, des reports, on a vu des ruptures, on a vu des bad buzz, on a vu des hausses de prix également. Cette telenovela. Pardon. Ah ouais, c'est ça un peu. Et puis on a vu des qualités parfois aléatoires sur certains bouquins, autant le dire. Et tout ça parce que notamment les coûts des matières premières augmentent et le nombre de lecteurs de manga augmente, la pression augmente. Tout augmente. Tout augmente, ça devient un peu le bordel, exactement. Il y a aussi des lecteurs de manga plus riches
plus nombreux, mais plus riches. Il y a des imprimeurs un peu en PLS. Il y a des fournisseurs de papier qui tentent des trucs. Oh là. Et il y a un marché qui va super bien, en façade, tout du moins. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire cette émission. Je vous propose de faire un état des lieux sur comment se compose le prix d'un manga. C'est un truc bête, hein. Alors ça va être... faut essayer de visualiser un camembert. On arrive au moment Vive la France, on arrive au moment du camembert. Imaginons qu'on a un manga lambda, mais qu'on va mettre à 10 € pour que ça soit plus simple pour compter. Ok. Donc, attends, mais qui est à 10 €? Ça veut dire qu'il a augmenté depuis? Non mais attends, c'est un scandale, je vais le mettre sur Twitter. Donc, imaginez un manga classique à 10 €. Un shonen de base. Ouais, enfin voilà, qui a pas une fab incroyable, qui est un manga L'édition star normal. de Slam Dunk, quoi. Un manga. Non, mais il est à 10 € non? Ouais, il a beaucoup plus de pages que les autres. Oui. Bref, peu importe. Il est costaud quand même. Imaginez un manga lambda qui serait à 10 €. Il y a donc 55 centimes, c'est pour la TVA. Ok, jusque là vous me suivez. Oui. Tout à fait. Il y a 5,20 € qui vont au circuit de vente. Donc les diffuseurs, distributeurs. Il y a qui Libraires. d'autre? Les libraires évidemment, pardon. Voilà, donc diffuseurs, distributeurs, c'est deux entités différentes, mais qui sont dans la chaîne de vente et qui font que le bouquin arrive dans les librairies. Et ensuite, il y a le libraire qui, lui, prend aussi les risques et vous met les mangas sous les yeux. Donc voilà, pour tous ces gens-là, cette partie-là, toute la partie vente, c'est plus de 50% du prix du bouquin. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Ah oui, c'est des gens qu'on ne voit pas. Enfin, si, le libraire, à part on voit. le libraire, mais le côté logistique, on va dire, c'est vrai qu'il est très souvent gommé, quoi. Ouais, bah c'est vrai que peut-être pour préciser la différence entre un diffuseur et un distributeur, peut-être les gens ils savent pas forcément, mais le diffuseur c'est la force de vente, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont missionnés pour aller prospecter les différents lieux de vente et vendre les bouquins. Dire, parce que les clients, c'est super. parce que les clients des éditeurs, regardez, faut prendre Sirène. Les clients des éditeurs, ils sont doubles. Il y a les libraires, qui sont les premiers clients, il y a les clients finaux qui sont les lecteurs, mais le client, celui à qui on vend les bouquins, c'est les libraires. Donc ça, c'est la force de vente, c'est le diffuseur qui peut appartenir à la maison d'édition ou pas, ça dépend. Il y a des diffuseurs qui sont dans une structure qui diffusent plusieurs éditeurs. Et après, le distributeur, là, c'est vraiment la logistique, donc c'est le camion, rapatrier de chez l'imprimeur jusqu'au lieu de vente. L'entrepôt. Et l'entrepôt. Et l'entrepôt, parce que il faut gérer tout ça, hein. Quand on annonce que tel manga comme Dan 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 par exemple, on l'imprime à 300 000 exemplaires, il faut des gros entrepôts. Tout à fait. Et donc il faut des gros distributeurs comme Hachette. J'ai eu l'occasion de visiter les entrepôts d'Hachette à Morpa. Alors, je peux vous dire que c'est un peu de la science-fiction. C'est un truc de ouf. Quand j'étais venu, ils venaient d'installer ce qu'ils appelaient des tours de rangement. C'était vraiment genre des tours des robots qui utilisaient la verticalité pour stocker les bouquins et donc après les descendre et tout. Mais genre vraiment, t'avais l'impression d'être dans un truc de science-fiction. C'était assez impressionnant. Et maintenant, donc c'est de plus en plus robotisé ces entrepôts-là. Et pour justement, ça tu te dis, ok, quand c'est une sortie de Dan Dan Dan, tu prends des palettes de Dan Dan Dan, hop, c'est divisé en carton et ça part. Mais quand tu demandes un Sacré Mamie tome 3 quand t'es un libraire et un Psyren tome 12 et un vieil homme et son chat et 3 BD et 4 livres jeunesse et tout, il faut donc un robot et un humain. Ouais. Mais pour pas que l'humain se déplace sans cesse et fasse le tour de l'entrepôt tout le temps, il y a des robots qui déplacent les bibliothèques. Mais on se croirait dans un Tezuka là. Mais en fait non, mais juste pour imaginer, est-ce que c'est très différent par exemple d'un entrepôt Ikea? Tu vois, je veux dire en termes de hauteur de. Je pense que c'est différent dans le sens où il y a vraiment énormément plus de références. Dans un entrepôt Ikea, il y a beaucoup de références, mais là, t'as vraiment genre tous les livres de tous les éditeurs qui sont distribués par. Là, en l'occurrence, c'était Hachette. Et donc, Hachette, juste en manga, ça va être Crunchyroll, ça va être Panini, ça va être Glénat, ça va être Pika, ça va être Mangetsu. Nobi. Enfin voilà, ça s'est fait beaucoup. Et donc, ça, c'est juste le manga. Ouais. Et ils font tous les autres livres. Genre le truc sur le yoga là, par exemple. Et puis je sais pas si c'est les mêmes entrepôts, ceci dit. C'est les kits que t'achètes à Noël là. On est dans la pleine période. Ceux que t'as à la Fnac là où t'as le kit pour mal faire tes sushis, le kit pour mal faire ta bière mal couper ton saucisson, mal faire ta bière tout seul. Ouais. Ça, je sais pas si c'est les mêmes entrepôts ou pas. Là, moi, celui que j'avais vu, c'était parce qu'il y a plusieurs entrepôts Hachette. Celui de Morpa que j'avais vu, c'était celui qui
qui était dédié au réassort. Donc du coup, il n'y avait pas justement tout le côté nouveauté, les grosses palettes de nouveautés. Là, c'était vraiment que du tri de genre, il y avait une dame, tu la voyais, elle recevait une commande avec effectivement 20 lignes différentes. Elle triait tous les bouquins, elle les mettait un à gauche, un à droite, selon dans quel carton ça devait aller. Et ouais, c'était quasiment un robot, quoi. C'était ouf. Putain. Et donc ça, quand Robin, tu dis Maurepas, c'est la ville de Maurepas. Et il y a un autre, par exemple, pour Hachette, qui est dans un lieu qui s'appelle Cri de Bœuf. Oui, tout à fait. Ça ne s'invente pas. Ils les choisissent pour ça, en fait. Et Cri de Bœuf, je crois que pour le coup, oui, c'est l'entrepôt pour les offices, donc les nouveautés, et l'autre, c'est pour les restes. Et pour le coup, si vous êtes... alors déjà, si vous cherchez du boulot, il y a toujours du travail dans ces... en manut, ouais, en manut. Enfin, à différents niveaux, mais il y a toujours du boulot et ils cherchent toujours... parler aux robots. Ouais, mais non, mais il y a beaucoup besoin surtout des périodes comme Noël et tout, à mon avis, Noël, ils cherchent de ouf parce que... Donc si... Bon, en intérim, j'imagine, mais... Ouais, et en boulot étudiant, je connais beaucoup de gens qui aujourd'hui travaillent dans le milieu de l'édition, qui sont passés par là parce que malgré tout, t'apprends pas mal de choses à bosser là-dedans. Donc en job d'été ou en job d'appoint, bon, voilà, faut habiter à côté, quoi. C'est juste. Après, il y a d'autres entrepôts dans d'autres villes sur d'autres bouquins, mais voilà. Puis il y a les imprimeurs aussi, cherchent souvent du monde. Bref, tout le monde cherche du monde. Donc on en est où? Donc 55 centimes en TVA, 5,20€, c'est une moyenne, hein, attention. Oui. Sauf pour la TVA. 5,20€ au circuit de vente. Et ensuite, il reste donc 4,25€ pour l'éditeur français. Sur un bouquin à 10€, donc on a déjà bien diminué. Sur cette somme de 4,25€, il y a en moyenne 75 centimes qui partent en royauté. Chez l'ayant droit. Chez l'ayant droit. Ou chez les... Oui, en royauté en général, quoi. En ce qui concerne la fabrication, faut compter aujourd'hui entre 4 à 6% de moyenne sur un manga sans frasque. Sans frasque ou sans fresque? Sans fresque et sans frasque. Je crois pas que la fresque rajoute un très gros coût de fabrication. On sait pas. Elle rajoute une visibilité sur les réseaux sociaux, en tout cas, la fresque. Tu dois prévoir des spares et tout. C'est... Des trucs de remplacement. Donc voilà, 4 à 6% en moyenne sur 10€, donc entre 40 et 60 centimes. Alors si vraiment c'est un blockbuster, c'est un petit peu moins et encore. Oui, parce qu'il y a le principe des économies d'échelle, donc c'est que plus le tirage est important, moins le coût unitaire va être important. Donc forcément, sur un manga standard, c'est sûr qu'un One Piece qui est imprimé à 200 000 exemplaires, ça va être moins cher à l'unitaire qu'un manga tiré à 10 000 ou 20 000. Quoi. Ouais, mais je suis pas sûr que avec les explosions des coûts, on arrive en dessous de 4%. Oui, non. Aujourd'hui, bon, bref, on va sur cette moyenne. Dans notre exemple, donc ça donnerait une cinquantaine de centimes. Il reste donc 3€ pour rémunérer le reste de la chaîne. C'est qui le reste de la chaîne? Il faut payer l'ensemble du staff et des prestataires, donc des traducteurs, des graphistes, des lettreurs, un service éditorial. Là, ça va entre 6 et 10% en moyenne, mais c'est une moyenne large, parce qu'en fait ça dépend vraiment des éditeurs. Il y a la communication et le marketing, il y a les frais fixes, mais voilà, tout ça c'est très variable, c'est selon les éditeurs, c'est selon les titres, c'est selon si Crunchyroll, pour reprendre eux, lance Kaiju Number 8, c'est pas le même coût en marketing que quand ils lancent Time Paradox Ghostwriter. Ouais. Donc là aussi, c'est selon et c'est très très variable. Mais du coup, le service éditorial et les frais fixes, c'est quand même quelque chose de différent. Oui, parce que tu as les comptables, les contrôleurs de gestion, le frais de fonctionnement de la boîte, quoi. Après, il y a aussi l'électricité, l'eau. Dedans, faut aussi prendre en compte, c'est quand même une somme relativement importante, c'est le coût de la licence, enfin le minimum garanti, donc la valoir, qui va aussi rentrer dans le coût on appelle ça coût de création, quoi. Mais ça fait aussi, ça rentre là-dedans, quoi. Voilà, et qui ensuite sont complétés, enfin sont compensés par les royautés, parce que du coup tu donnes un minimum garanti. Quand tu achètes un manga, tu dois donner un minimum garanti à l'ayant droit, donc l'éditeur japonais. Tu vois, je veux acheter Journey Beyond Heaven à Kodansha. Eh bien, je leur donne 1 million d'euros, parce que c'est quand même un super manga. Et bah du coup, je vais devoir vendre. Je vais devoir vendre. Si je le vends à 10€, ce qui est quand même cher, je vais devoir en vendre plus d'1 million, puisque je ne donne que 75 centimes à chaque fois pour rattraper. Donc il faut que j'en vende plus d'1 million. Du coup, je passe un coup de fil à la 5e de couvre pour beaucoup en parler sur ces ondes.
Et si vous pouviez demander à Netflix de passer le dessin animé? Et puis si on pouvait faire une adaptation en live, ce serait pas mal aussi. Enfin voilà, c'est juste pour que vous ayez une espèce de panorama assez large comme ça de ce camembert. Donc c'est un camembert variable. Il y a pas, on peut pas, enfin c'est des moyennes quoi. On peut pas avoir un vrai. Des fois fixe. il est jeune, des fois il est un peu plus fait. Et des fois il est plus coulant, exactement. On en arrive donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que cette année, déjà l'année dernière, mais cette année c'était encore pire, on a fait face en France et dans le monde en fait à une hausse des prix du papier et du carton. Donc si le coût du papier à livre, le papier à livre c'est pas le même papier que le papier pour faire d'autres. Enfin, il y a une pâte à papier exprès pour les livres, pour faire le papier qu'on utilise pour les livres. C'est un marché mondial qu'on estime à 75 milliards de dollars. Wow. Pas mal, hein? Ouais. Pas mal, pour le monde entier. Hein. À titre de comparaison, le bois, juste le bois, sans compter le bois qui fait du papier, c'est 200 milliards. Ah. Donc c'est. Une paille. Ouais, voilà. Mais c'est pour dire que c'est quand même pas très loin malgré tout. Oh, quand même, hein. Enfin, je sais pas. C'est trop gros, les milliards. Ouais, mais bon, c'est vrai que tu te dis juste pour faire du papier, ça fait beaucoup. Ouais, des livres. Parce que c'est pas les magazines, c'est pas les journaux. Et alors, nous, on nous a dit ce qui consomme énormément de papier, c'est les notices. Qui sont pas les mêmes papiers, effectivement, parce que c'est des papiers beaucoup plus fins en général, et c'est des papiers qui sont pas faciles à faire et pas faciles à trouver. Et il y en a besoin de beaucoup. Et ce qu'on oublie aussi souvent sur les notices, c'est que ça demande beaucoup de travail à beaucoup de traducteurs différents. Oui. De beaucoup de langues différentes aussi. Et ça fait monter les stats des traductions en France. Bien souvent, quand on regarde les stats, telle langue, le japonais est la deuxième langue la plus traduite en France. C'est d'une pour le manga, mais de deux pour les notices également. C'est alors pour que ça aussi. Ikea, ils ont tout compris, ils font des notices avec des dessins comme ça, il n'y a pas besoin de traduire. Et voilà. Évidemment, donc je disais quoi? Je disais donc 75 milliards de dollars le marché mondial du papier à livre. Ça cesse d'augmenter, le coût du papier, de la pâte à papier, donc du papier à livre, ne cesse d'augmenter tous les 3 mois. Et clairement, il va impacter ce camembert dont on parlait. Il faut aussi compter sur l'inflation. L'inflation dans les entreprises, l'imprimeur a des coûts d'énergie en hausse. Ça, vous en entendez parler très régulièrement à la radio, dans les infos, dans les journaux et ainsi de suite. Le coût des transports, lui aussi, il augmente puisque le camion qui va emporter les bouquins, eh bien, ça lui coûte plus cher de mettre de l'essence et ainsi de suite. Lui, le lettreur, par exemple, il va réfléchir et il va se dire bon, comme tout coûte plus cher, je vais peut-être augmenter mon tarif. Souvent, ce sont des gens qui sont en freelance. Oui. Donc, il a aussi la liberté d'augmenter son tarif s'il le souhaite. Les employés dans la société, chez les différents éditeurs, ils vont demander une petite augmentation parce que le marché manga va bien, et puis on n'arrête pas d'entendre qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des mangas, donc mon patron il doit bien vivre, il n'y a pas raison que, donc il faut m'augmenter. En plus la vie elle est plus difficile dehors, donc il faut m'augmenter aussi, et ainsi de suite. En même temps il y a donc cette inflation, et dans certains pays européens les salaires sont indexés sur l'inflation, et on imprime où? Dans toute l'Europe. Donc les gens chez les imprimeurs vont aussi être plus payés. Bref, c'est un cercle sans fin, hein. Là on en revient à des cours d'économie. Je pense que, comme on disait tout à l'heure pour la chaîne logistique, cet aspect-là des choses est très caché, enfin pas caché forcément volontairement, mais il est vraiment l'inconnu, quoi. On a vraiment beaucoup de mal à imaginer ce qu'il y a derrière les choses qu'on trouve à notre disposition dans les magasins. Donc là, en tant qu'éditeur, quand tu vois ton imprimeur qui te dit « Oula, ma facture d'électricité, aujourd'hui, elle affiche 3 chiffres », peut-être tu t'inquiètes un peu de ton planning, de ton catalogue, de ce que tu as prévu de faire pour faire entrer des sous, quoi. Voilà, mais c'est le cas pour tout. Absolument tout. Là, on vous explique ça pour le manga, mais c'est valable pour le moindre truc qu'on achète, quoi. Exact. C'est ça. Enfin, de toute façon, quand tu es un éditeur, on en avait déjà parlé, mais le principe, c'est le fait d'établir un CEP sur tes titres. Donc, c'est le compte d'exploitation prévisionnel. Et dans les coûts du compte d'exploitation prévisionnel, tu as évidemment le coût de fabrication. Et ça, vu que maintenant, il y a une augmentation liée à tout ce que Max vient de dire,
forcément ça va impacter les CEP et les seuils de rentabilité, etc. Donc et les variables que tu as pour changer ça, finalement, une des seules que tu as, c'est changer le prix de vente, quoi. Donc c'est ça. Donc autant pour un manga random, c'est effectivement en moyenne 4 à 6%, mais dès que tu arrives sur des mangas qui ont des fabrications particulières, et bah alors là ça peut coûter beaucoup plus, ça peut, enfin je veux dire le camembert va être différent et donc le coût de fabrication ça devient un brie. C'est ça. On y met de la truffe, tu vois, dedans. Donc forcément c'est pas le même prix la truffe. Bref, donc on arrive à quoi? On arrive à une obligation d'augmentation des prix. Donc là on l'a vu cette année, hein. Tous les éditeurs ont augmenté les prix des mangas. Ça, on s'y attendait un minimum. On avait fait une émission l'année dernière à ce sujet. On se faisait pas trop d'illusions. C'est-à-dire regarde là-bas, une vague se forme. Prends ta planche de surf, Max. Malgré tout, à l'époque, tous les éditeurs essayaient de se dire que ils allaient repousser le plus possible cette augmentation. Ils voulaient pas y arriver. Bon, ils ont pas eu le choix. Il y a eu de la pression. Hein. On se faisait pas trop d'illusions à ce sujet. On savait que les prix allaient augmenter quoi qu'il en soit. Mais je pense qu'en fait, il y a un truc lié à l'espèce de mini crispation qu'on ressent quand même vis-à-vis de toutes ces augmentations de prix. Bon, de toute façon, ça fait toujours chier d'avoir des augmentations de prix, mais je veux dire, en fait, c'est littéralement la même chose que quand vous payez votre facture d'électricité plus cher. C'est qu'à un moment donné, si les prix augmentent, c'est lié à un contexte, etc. C'est juste que dès qu'il s'agit du livre, il y a tellement une espèce d'exception culturelle en France qui est liée en partie à la loi du prix unique du livre, etc. Enfin, le livre a toujours été un produit culturel qui a été super préservé, protégé, choyé par les institutions, etc. Donc il y a toujours eu une démarche au niveau du prix, de l'accessibilité, etc. qui a été mise en avant. Donc forcément, dès qu'on y touche, ça n'a pas la même impact que paradoxalement quand tu augmentes le prix des pâtes, alors qu'en vrai dans la vie les pâtes c'est plus important que les livres et ça n'arrête pas d'augmenter également. Donc ça je pense que c'est un peu un truc aussi qui fait que c'est exceptionnel d'augmenter les prix des livres et c'est aussi pour ça que les gens se crispent, quoi. Ouais, mais que ce soit les pâtes ou le chocolat, tu suis pas non plus sur les réseaux sociaux Barilla et non mais tu vois, ils sont pas super intéressants déjà et puis parce que selon les magasins où tu vas, c'est jamais le même prix. Un podcast des meilleures pâtes, par exemple. Tu penses déjà à une reconversion là. Beaucoup de choses à dire. Il y a des nouvelles marques qui arrivent. Ah mais oui. Très intéressantes. Mais effectivement, voilà. Et là, c'est juste que oui, les éditeurs l'annoncent. Après, c'est aussi eux qui ont décidé de communiquer de telle ou telle façon. Et quand ils vont au feu, ils ont le retour de flamme parfois. Alors, sans parler de pâtes, il y a quand même d'autres livres que les mangas en France et il n'y a pas ces effets d'annonce parce que le manga c'est sérialisé, c'est-à-dire que d'un tome à l'autre c'est vrai aussi. Tu attends la suite et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font effectivement que les gens ont un attachement particulier à cet objet. Et ils ont des habitudes aussi. Il y a ça, mais en fait il y a aussi une obligation de communication sur les réseaux sociaux maintenant parce que les lecteurs de manga sont plus jeunes que les lecteurs de romans. Ah bon? Et par conséquent, en moyenne, et par conséquent, ils sont un peu plus sur les réseaux sociaux que les lecteurs de romans. Oui, c'est ça, c'est des communautés vachement plus dynamiques et plus engagées, quoi, sur tout ça, donc forcément, elles font plus de bruit aussi, quoi. Donc, j'en étais où? Coût des matières premières qui augmente, nombre de lecteurs qui augmente, donc... On augmente, voilà. Évidemment. La dernière vague d'augmentation, donc avant 2021, souvenez-vous, on en avait parlé, c'était 2012. La TVA c'était en miroir, 2012-2021. C'est ça. La TVA était passée de 5,5% à 7%. Il y avait eu la crise. On est revenu ensuite à la TVA 5,5, mais les prix n'ont pas bougé. Donc un Naruto était passé de 6,75 à 6,85. Un Reel était passé de 8,50 à 8,75. Voilà. Et donc cette année, il va falloir s'attendre à d'autres augmentations. Enfin cette année, 2023. 2023, je ne vois pas comment il n'y est pas. Je vois pas de quelle manière il pourrait ne pas y avoir de seconde vague d'augmentation. C'est comme le Covid. Il y a des vagues. Ouais, là on est à la 9e, ceci dit. Ce serait bien qu'il n'y ait pas 9 vagues d'augmentation non plus. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas. Alors, pas forcément des grosses augmentations, tu vois, mais de 10 à 50 centimes en moyenne. On va voir.
De toute façon, en général, on va dire globalement, l'enjeu principal, c'est l'augmentation du prix du papier de toute manière. Et ça a été, alors qui est elle-même indexée sur le prix de l'énergie, parce qu'en fait, c'est ça le truc qui a augmenté le plus. Et ça, on a calculé qu'en moyenne, ça a augmenté de 35%. Mais évidemment, les éditeurs vont pas augmenter les prix de leurs bouquins de tous leurs bouquins de 35%, parce que là, ça serait vraiment la révolution dur. Et du coup, c'est effectivement, ils vont jouer sur leurs économies d'échelle. Alors, ceci dit, juste en maths, non, ils devraient augmenter 5 fois 35%. Oui, voilà. Enfin, 35% des 5%. Donc c'est pour ça. Vous m'avez suivi Oui. Non, mais heureusement que tu es là. Ouais. En prof de maths pour me reprendre, parce que c'est vrai qu'il y a les économies d'échelle, mais il y a ça aussi, et c'est ce qui fait qu'effectivement les augmentations qu'on va ressentir ne seront évidemment pas de l'ordre de l'augmentation du prix du papier, sinon ce serait vraiment raide, quoi, c'est sûr. Pour les plus petits éditeurs, ça va être vraiment compliqué, parce que eux, ils n'ont pas ces économies d'échelle là, forcément. Bah oui, c'est ça. Ils ont intérêt à avoir des gros succès qui puissent leur permettre des belles communautés. Ouais, des belles communautés, mais qui sont puissent prêts à leur les permettre suivre. un petit peu d'éponger la non-augmentation à niveau du titre qui fonctionne moins bien. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien quand les éditeurs moins gros arrivent et réussissent à se forger des communautés. Ou un catalogue aussi un peu varié, quoi. Ouais. Tout à fait. Après, il y en a qui vont jouer au chamboule-tout avec les prix. Ça arrive. On peut pas y échapper. Mais voilà. Ça, c'était le premier truc. Déjà, on a passé la pénurie de papier. Enfin, la pénurie, vous savez. On vous a dit que c'était pas une vraie pénurie. On vous avait juste dit que c'était un embouteillage. Oui. Mais un très gros embouteillage. Celui qui est vraiment relou, tu sais, l'été, là, quand tu es au péage et que t'attends pendant 3 heures. On était plutôt là, plus que dans une pénurie. Ça s'est calmé. C'est pas complètement disparu, mais ça s'est calmé. Et maintenant, on a d'autres problèmes. L'acheminement des livres. On se rend pas compte à quel point l'acheminement du livre, c'est un point crucial qui peut vraiment foutre le bordel. Parce que toi, tu vas chez ton libraire, tu l'achètes, tu le commandes, il est là en 2 jours, c'est génial. Enfin, pour la France en tout cas. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment plus compliqué que ça. Déjà, en France et dans à l'échelle de l'Europe, il y a une pénurie de chauffeurs. Donc, il y a donc une pénurie de camions. Parce que s'il n'y a pas de chauffeurs, il n'y a pas de camions. Et des fois, il y a des chauffeurs et pas de camions. Enfin, ainsi de suite, quoi. Mais ça, c'est récent. C'est c'est depuis la fin du Covid. Tout découle de ces 2 années bizarres, quoi. De ces 2 années de crise. Donc, si t'as pas de chauffeur, pas de camion, tu te retrouves déjà avec des chauffeurs qui prennent des camions improbables, qui sont pas adaptés à la livraison de livres. Tu as beaucoup d'anecdotes comme ça. J'imagine du coup un mec arrive à l'entrepôt avec un camion à glace, tu sais, et la petite musique et tout, genre oui, je vais chercher les dan. Non. Avec une bétaillère ou un camion citerne. Ah ouais, pour en faire entrer les livres, c'est. Ouais, mettez-moi du One Piece, allez-y, c'est mon carburant, j'adore ça. Fin 2020, à titre d'exemple, il y avait un peu moins de 200 000 tonnes de livres à acheminer en France. C'est énorme. Je sais pas, voilà, si vous vous rendez compte un peu. Déjà 200 000 tonnes. Tu vois, genre bam. Ouais. Depuis, le marché a pris une quinzaine de %. Donc extrêmement boosté par le manga, le marché du livre en général. Donc voilà, forcément ça a dû augmenter aussi ce poids. Alors peut-être pas de 15%, ça je me rends pas compte, il nous faudrait des vrais chiffres, mais voilà, où on en est sur l'acheminement des livres. Et ça c'est une vraie galère. Et c'est le petit truc, tu sais, qu'on oublie souvent quand les produits arrivent, on va au supermarché. T'as tout à dispo, tu vas en librairie, t'as tout à dispo, mais on oublie qu'effectivement il y a besoin de camions, de chauffeurs, et qu'en fait c'est sans cesse. Mais moi je trouve ça, en fait, si tu y penses, la facilité avec laquelle tu peux commander un titre en librairie, je trouve ça assez dingue. Hein. Moi, j'ai une petite librairie de quartier. Des fois je commande des trucs chez des tout petits éditeurs et le truc il est dispo 5 jours plus tard. Je me dis mais ça va quand même vachement vite. Tu te dis ok 5 jours, faut quand même attendre 5 jours, mais t'imagines le truc il faut que la commande soit passée chez le distributeur d'un tout petit éditeur, donc c'est un distributeur qui distribue plusieurs trucs et tout. Dans et je trouve que l'entrepôt avec la dame rapidité, robot, tac. la rapidité avec laquelle tu peux obtenir des livres qui sont complètement des fois confidentiels ou alors des trucs tirés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Enfin je sais pas, je trouve on a un écosystème quand même et un tissu du livre
livre en France qui est quand même assez impressionnant. Bah, c'est vrai que toutes les lois ont été faites pour favoriser l'existence et des libraires indépendants, tout en n'écrasant pas non plus les supermarchés de livres. Et c'est etc. vraiment une spécificité française. Pour le coup, on a ça et c'est quand même précieux, quoi. Donc voilà, soutenez vos libraires, les amis. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est clair. Et je voulais aussi rajouter une chose, c'est au moment des lancements des bouquins. Je vais prendre le plus gros exemple que tous nos auditeurs connaissent, le lancement d'un Astérix. Vous vous rendez compte qu'en 48 heures, il y a plus d'1 million d'Astérix qui sont livrés au même moment en France. Je sais pas si vous... Enfin voilà, c'est énorme, enfin... Il y a une capacité, ceci dit, à mettre en place des bouquins partout. Parce qu'en plus, tu l'as dans les gares Astérix, tu l'as dans les supermarchés, tu l'as dans les hypermarchés. Et le même jour, il est dispo partout, quoi. C'est ça qui est dingue. Bah oui, c'est... Non, mais moi, je trouve ça... souvent 24 heures avant, qu'ils le vendent. C'est comme disait Julie, c'est des trucs où on se rend pas compte. Mais c'est vraiment... Bah, tu sais, c'est un peu comme le réseau ferré. Tu vois, genre... t'es là genre on se rappelle toujours des trains qui sont pas à l'heure, mais vous vous rendez compte quand même que 99,9% de vos trains ils marchent, c'est fou, quoi. Enfin, sauf en région parisienne. Mais... Oui, mais non, mais c'est dingue de se dire que ça marche aussi bien, quoi. Il y a un truc quand même. Bah écoute, moi tout à l'heure on en parlait rapidement, mais j'ai lu le dernier tome de Vinland Saga, donc le tome 26, et là il t'explique comment ils ont réussi à faire pousser du blé et faire du pain. Et tu dis, putain, on vient de loin, les gars. Donc, non, mais c'est beau. Il faut être reconnaissant. Et maintenant, je peux acheter mon tome de Vinland Saga sur Amazon et l'avoir le lendemain. Voilà comment. Non, voilà où on en est maintenant. Soutenez les libraires, tu l'as dit. Parfois le jour même. Donc, qui dit livre à acheminer à l'aller dit livre à acheminer au retour. Ah bah oui, il y a des retours. Parce que c'est ça la France, monsieur. Et oui. C'est que je crois que ça a été mis en place par Louis Hachette d'ailleurs il y a très longtemps, avant la loi unique du livre, du prix unique du livre, avant la loi Langue, tout ça, les libraires ont le droit de retourner les livres invendus. Chez Carrefour, les pâtes ils vont déstocker. Mais en France, déstocker du livre, c'est très compliqué. C'est possible aussi, mais c'est beaucoup moins facile que de déstocker des pâtes. Donc, on renvoie les livres à l'entrepôt, là d'où il vient. En général, au bout de... on compte qu'un livre a 12 semaines de bonne vie et après c'est plus compliqué. Ouais, après... Enfin, pour le manga, en tout cas. Ouais, voilà, moi, en BD, je sais que les retours... traditionnellement on les arrête au bout d'un an, quoi. Un an de vie du livre, on dit bon bah là voilà, on a pris le principal des retours qu'on a pris. Ah oui, non, c'était pas ça mon propos. Tu veux dire, c'est que les retours commencent en général au bout de 12 semaines. Oui, pardon, excuse-moi. Moi je parlais de effectivement parce que du coup il y a ce qu'on appelle le taux de retour. En général, c'est quand tu vends un livre, tu prends ça en compte, c'est que bah t'as tes ventes que t'as fait et après tu enlèves les retours parce qu'en fait, quand on parle de ces ventes-là, c'est les ventes que tu fais au magasin. C'est les ventes que tu fais au magasin, et c'est sur ces ventes que sont calculées les royautés dont parlait Max tout à l'heure. Donc c'est sûr que c'est le chiffre qui compte, mais c'est sûr que quand tu mets en place les livres, quand tu les vends au libraire au moment de la sortie, bah t'as pas encore les retours qui vont arriver dans le temps, et donc effectivement à partir de 12 semaines et là tu commences à comptabiliser tes retours qui vont arriver. Ça peut arriver plus tôt si le titre est vraiment pas très bien accueilli, mais et en général c'est vrai qu'au bout d'un an tu te dis bon bah là on a globalement voilà, tous les gens qui vont commander ce bouquin, c'est pour le vendre vraiment. Voilà. Mais en fait oui, c'est comment dire, pour essayer de schématiser encore plus, c'est comme s'il y avait deux ventes en fait. Enfin, il y avait deux niveaux. Une première vente donc au magasin, au libraire, aux grandes surfaces, etc. Et après la vente client. Au client final. Voilà, c'est pour ça que vous nous entendez des fois parler dans cette émission des chiffres GfK. GfK, c'est un institut de sondage qui estime les sorties caisses, donc c'est-à-dire les ventes effectives des libraires à des clients. Donc du coup, c'est vrai que GfK, ça donne une photographie presque réel de vraiment des livres qui ont été achetés par des gens en librairie. Alors ils sont deux en France principalement, Edistat et GfK, et en fait c'est basé principalement ces chiffres sur des ventes comme Médiamétrie si vous voulez pour la télévision et les audiences.
il va y avoir des points, des vendeurs qui vont donner leurs chiffres directement, et à partir de tous ces chiffres, alors c'est un échantillon représentatif et ainsi de suite, ils mettent des algorithmes et ça calcule le niveau de vente d'un bouquin avec une marge d'erreur qui est quand même très, très infime. Ouais. Non, parce que tu sais, quand moi j'étais enfant, j'étais fascinée par ça. La médiamétrie, je me disais, waouh, mais comment il sait qu'on regarde tel ou tel truc? Les calculs. Mais bon, ok. Donc le retour, il faut donc acheminer les retours. Le retour donc c'est quand le libraire va renvoyer tous les livres qu'il a pas vendus à l'éditeur. À ce moment-là, en moyenne, on observe un peu plus de 20% des livres qui font le trajet aller, qui font le trajet retour. En moyenne, en France, c'est 20% des livres qui retournent soit en entrepôt, soit en tri, ou soit directement dans ce qu'on appelle le pilon. Aïe. Le pilon, est-ce que vous voulez expliquer ce que c'est le pilon? C'est la destruction des bouquins. Oui, ouais. C'est un peu difficile à expliquer, je pense. Ça te fait mal au cœur, Ouais, c'est ça? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Parce que, encore une fois, le livre, c'est un objet particulier. Mais en France, effectivement, on a cette culture du livre qui fait que quand tu dis à quelqu'un « il est neuf, il n'a pas été vendu, mais je ne peux pas faire autrement que le détruire », ouais, ça fait chier. Enfin, il y a quelque chose d'un peu sacrilège. En fait, ça après, c'est la politique de l'éditeur. Selon les retours, qu'est-ce qu'il en fait c'est le pilon, c'est vrai que souvent, c'est la solution... Finale. J'allais dire, excusez-moi, c'est vraiment horrible. La solution finale du livre. Je regrette tellement d'avoir dit ça. Mais c'est tout simplement lié au fait que ça coûte plus cher de stocker un livre dans l'espoir qu'il soit recommandé plus tard que le détruire et le réimprimer en fait. Donc du coup je sais pas comment dire, c'est peut-être une dérive de la société de marché, mais c'est comme ça. Si, parce que on avait déjà évoqué ça, je pense, mais il y a quand même cette histoire de coût de stockage qui entre et qui est très importante, qui peut plomber l'espace coûte cher. Ouais. Et le livre de poche est très bon client de ça. Puisque le livre de poche, ça coûte des fois 3, 4, 5 euros. C'est moins cher qu'un manga, un livre de poche. Ouais. C'est pas super bien fabriqué, c'est très randomisé. Et voilà, forcément, quand c'est pas vendu, ça part au pilon. Et puis on en réimprimera avec la 17e charte graphique de l'année. J'avoue, pardon. Non mais c'est vrai. Hein. Ayant une pensée émue pour ces livres de poche. Que vous devez acheter au collège, au lycée. Voilà, pour suivre le programme littéraire. Exactement. Donc voilà le pilon. J'espère qu'on a été à peu près clair. Et donc c'est une dizaine de % du livre en général, pas que du manga, du livre en général qui part au pilon en moyenne. Donc si on vous explique cette chaîne, c'est pour que tout le monde puisse se rendre compte de la complexité de la chaîne du livre, qui est pas forcément beaucoup plus difficile que dans d'autres métiers, mais c'est vrai qu'à on est une émission sur le manga, on avait envie de vous parler de cette chaîne du livre, de ses impacts, et que vous ayez un maximum d'informations, un maximum de billes pour pouvoir un petit peu juger de tout ce que les éditeurs vous disent ou ne vous disent pas. Parfois, le fait de ne rien dire est aussi une information. Tout à fait. Alors parfois c'est juste la flemme, mais parfois c'est aussi une information de ne pas avoir d'information. J'espère que j'espère que ça a été assez clair pour vous. Et on en arrive donc à un autre point. Là on arrive sur les points précis, c'est les décalages. Les fameux décalages qu'on n'a pas arrêté de voir cette année pour, et là encore une fois, d'innombrables raisons. Parce que tout coûte plus cher et ainsi de suite, mais ça n'empêche que tu peux quand même envoyer tes livres à l'heure. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Il y a eu d'autres galères. Il y a eu notamment l'allongement des délais de fabrication. On en parlait tout à l'heure. Il y a eu un vrai embouteillage chez les imprimeurs qui a conduit à beaucoup de difficultés. C'est vraiment l'autre élément qui découle du Covid, qui s'est en plus enchaîné à l'augmentation de la demande, la crise et ces délais de fabrication. Ça a été une espèce de triptyque un peu infernal pour les maisons d'édition qui ont dû jongler avec tout ça. Aujourd'hui, quand tu as un gros éditeur et que tu es relativement prioritaire par rapport à d'autres, parce qu'il y a aussi ça, les tout petits éditeurs, ils passent pas forcément en priorité auprès de l'imprimeur. Parce que forcément ils ont moins de quantité à faire, moins de tirages. C'est des deals moins importants quoi. Donc de toute façon c'est la base quoi. En général tu privilégies les meilleurs clients. Donc quand t'as un gros éditeur t'as un meilleur client parce que tu fais des tirages plus importants entre guillemets quoi. Bam bam bam.
Et on peut avoir jusqu'à 6 mois de délai pour faire un bouquin, un manga aujourd'hui. Alors 6 mois de délai, c'est pas 6 mois, il passe pas 6 mois à faire tourner les machines. Oui, je fais ça, moi je fais un geste comme si je faisais tourner les machines à la main. Manivelle. Bon, il n'y a pas 6 mois de manivelle pour imprimer les bouquins, mais c'est juste qu'entre le moment où tu fais le devis, le moment où tu commences à estimer ton tirage et ainsi de suite, t'as jusqu'à 6 mois de délai maintenant, même si ça tend à se raccourcir, mais contre 2 à 3 mois avant. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a eu effectivement ce que tu disais sur la pénurie de papier qui n'en était pas une, cet embouteillage, en fait, ce fait qu'il y avait une demande qui finalement devenait supérieure à l'offre. Donc ça peut être les prémices d'une pénurie et ça, en gros, les imprimeurs qui du coup devaient gérer les plannings. En gros, les imprimeurs, le principe, c'est qu'eux, ils doivent gérer les plannings de tous les éditeurs. Enfin, les éditeurs, tous se caler sur les plannings des imprimeurs. Et eux, en fait, du coup, lié au fait que l'offre de papier mettait plus de temps à arriver, ils devaient aussi s'organiser de cette manière-là. Donc, ils demandaient aux éditeurs plus en avance pour avoir une meilleure visibilité à long terme, les commandes, et voilà, etc. Donc c'est sûr que ça demandait aux éditeurs de prévoir beaucoup plus en amont, ce que disait Max, les devis, les tirages, les types de papier qu'ils voulaient, les imprimeurs à qui s'adresser, etc. Donc ça, forcément, ça a eu un impact amont, quoi, qui forcément après par effet de domino, quoi, a impacté tous les maillons de la chaîne, quoi. Et t'imagines quand même une demi-année, quoi. Une demi-année avant la sortie. C'est-à-dire que là, on est au mois de décembre. En plus, il y a les périodes de Noël, donc ça rajoute un petit peu de temps. Ça veut dire que là, les éditeurs, ils doivent lancer leur devis de leur sortie de Japan Expo. Mais ça, tu vois, et à la limite, c'est quelque part, si t'es sur des trucs très standardisés, on parlait tout à l'heure, on a pris comme exemple un manga de fabrication lambda. C'est pas très compliqué en soi d'estimer. Enfin, ton tirage, c'est pas forcément évident, mais le type de papier que tu vas utiliser, le type de carton que tu vas utiliser pour la couverture, etc. Si c'est très standardisé, c'est pas très grave. Mais t'imagines, 6 mois avant, tu dois. J'imagine, je sais pas, tu fais une réédition de luxe d'un truc. Tu dois déjà savoir quasiment 6 mois avant, bon, pas forcément dans le détail, mais il faut quand même que tu aies une vision assez précise de la forme qu'aura ton livre, alors que ça se trouve, tu n'as même pas encore signé le contrat pour l'acquisition de la licence, tu vois. Donc c'est assez. Tu vois, ça se trouve, tu peux te dire, ah oui, mais du coup, j'aurais peut-être demandé une couverture inédite avec des effets, machin et tout, mais il faut que tu le saches très très tôt dans la chaîne de trucs. Enfin, ça a forcément demandé aux éditeurs de complètement revoir leur manière de travailler les titres. Là où avant on est toujours sur de la production en flux tendu, etc. Mais dans la conception éditoriale, effectivement, ça a changé un certain nombre de choses. Et il y a eu forcément une période de calage, entre guillemets, et d'adaptation qui a eu comme effet pervers, ou comme conséquence des décalages éventuels pour X ou Y raison, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi un truc, c'est que tous les éditeurs ne fonctionnent pas de la même manière, ils sont pas tous structurés de la même manière. On parlait du papier, le papier, il y a des éditeurs qui possèdent leur stock de papier ou qui commandent eux-mêmes leur stock de papier, les éditeurs qui ne le font pas. Ça a aussi un impact sur la manière dont tu gères ton stock, donc comment tu peux anticiper, comment tu peux adapter tes plannings. Si c'est des matières que tu possèdes, entre guillemets, c'est plus facile pour rebondir, etc. Donc il est possible, je sais pas, c'est un élément d'explication, hein, je dis pas que c'est le truc qui peut expliquer, mais il est possible que parmi les décalages que vous avez pu constater, il y en a certains, c'est des éditeurs qui justement sont pas propriétaires de leur papier, de leur stock de papier, donc ils ont moins pu anticiper, gérer les stocks, etc. Peut-être qu'il y a aussi eu des galères d'impression sur certaines éditions qui sont liées à ces problématiques-là, des papiers qui n'étaient pas bons et que vous avez trouvé pas, machin. Peut-être qu'ils ont imprimé avec ce papier-là parce que c'était le seul qui était à dispo au moment où ils ont fait la commande, justement par rapport à ce planning qui était inhabituel, etc. Donc du coup voilà, tout ça c'est plein d'éléments à prendre en compte que forcément vous, quand vous achetez votre manga en librairie, en soi vous n'avez pas à vous en préoccuper, mais bon, c'est quand même important que vous le sachiez, quoi. Et puis il y a des technologies
qui fonctionne avec certains papiers que tu imagines, mais quand tu arrives à certains tirages, c'est ce que les éditions Kana ont expliqué sur leur tome 1 de la réédition de Naruto. Oui, bien sûr. Ouais. C'est qu'ils ont changé de machine parce qu'il y a eu beaucoup de demandes des libraires, donc ils ont dû exploser un petit peu leur prévision d'impression. Ils ont donc dû changer de machine. Et en changeant de machine, ça a écrasé le papier, ça a fait vivre le papier différemment. Bah, c'est ça, ça l'a pourri. Exactement, parce que en fait, souvent les mangas, les forts tirages sont imprimés ce qu'on appelle des rotatives. C'est des machines qui. Bah, c'est les trucs qui tournent, comme qui tu tournent, faisais mais tout à c'est l'heure, surtout, c'est surtout des machines qui comment dire, malaxent, pas malaxent, mais genre travaillent du papier qui est relativement fin parce qu'il faut qu'il passe dans tous ces rouleaux, etc. Et donc il y a des papiers qui peuvent être d'excellente qualité mais qui n'ont pas la finesse et l'opacité liée à la finesse, etc. qui est enfin en gros la qualité d'un papier ne se mesure pas nécessairement à son opacité et tout ça, bah, voilà, c'est des trucs quand tu lis un bouquin, c'est sûr que t'as pas à te soucier de ça, mais faut imaginer quand même que ça intéresse. Exactement, il y a quand même des gens qui réfléchissent à tout ça et qui se disent bah voilà, il y a des papiers qui rendent mieux des couleurs, qui rendent mieux des noirs, il y a des papiers qui ont un toucher agréable, il y a des papiers qui, tu vois, par exemple en ce moment dans l'édition, il y a une grande mode, c'est l'offset. C'est un papier qui a beaucoup le vent en poupe, notamment dans la BD, le roman graphique, etc. Et l'offset, c'est un papier qui est très agréable au toucher, mais qui en soi n'est pas un papier de très bonne qualité dans le rendu des couleurs et le rendu du noir, etc. Mais on a considéré que finalement ce qui primait pour ce genre d'expérience de lecture, c'était plutôt le toucher, le côté un peu noble, un peu fétichiste presque tu vois, du toucher du livre. Et du coup ça a primé sur finalement le rendu des couleurs qui aurait pu être mieux sur un papier plus lisse qui était moins agréable au toucher, quoi. Alors que dans le manga, ça va être vraiment la manière dont il rend les noirs qui va aussi nous intéresser, parce que ça peut vraiment changer l'appréciation qu'on a d'un dessin. Oui. Je trouve ça aussi important, la façon dont sont traités les noirs dans les mangas et comment c'est le moment où tu ouvres et tu fais ouais. Mais tu vois, moi je pourrais, enfin j'ai toujours du mal avec le papier glacé. Enfin, je sais pas le terme technique, tu vois, mais qui, du coup... Les papiers très lisses, quoi. Voilà, rendre un espèce de côté brillant. C'est un peu, moi, ce que j'ai sur l'édition Full Metal, la Perfect, qui est magnifique. Enfin, c'est une très, très belle édition, etc. Et le papier est d'excellente qualité et il rend super bien les pages. Mais en termes de toucher, effectivement, je suis comme toi. C'est pas un papier que je... Genre, en vrai, moi, à titre personnel, j'aurais préféré un papier peut-être moins bonne qualité, mais qui aurait été plus agréable. Mais alors là, justement, la façon dont il boit l'encre est géniale. Bien sûr. Mais oui, mais en fait, en vrai, le papier pour l'objectif final, si l'objectif final c'était de rendre au mieux le dessin, etc., je pense que c'est le bon papier qu'il fallait. C'est juste que moi, en termes d'expérience de lecture, justement, de toucher, c'est pas celui que je voulais. Mais c'est marrant parce que du coup, moi, tu vois, ça me fait penser au fait que maintenant, il y a aussi quand même une offre numérique qui est très conséquente et tu peux avoir les deux du coup. Parce que tu peux avoir cette espèce de rendu très contrasté du côté numérique. Et avoir aussi le plaisir, on va dire, tactile, d'avoir un papier agréable à toucher, etc. Si tu es capable de régler tes écrans... En fait, en soi, le numérique, c'est comme il faut. C'est les mêmes problématiques. Hein. On a l'impression que c'est plus facile parce que c'est un fichier, mais il y a quand même une histoire de compression de fichiers parce que tu peux pas héberger si tu as un opérateur de BD numérique, tu peux pas héberger des natifs de... Enfin, ça pèse beaucoup trop lourd des fichiers de scan, etc., ou même des fichiers sources d'auteurs. Donc, t'es obligé de... Tout ça, il y a un système de compression et tu vas forcément perdre aussi dans l'impression numérique. Et du coup, ça aussi, tu vois, c'est un truc et c'est pour ça que par exemple, si je vais pouvoir réussir dans un même lieu à lire une vidéo Netflix, mais à ne pas réussir à lire un manga sur Isneo. À cause de ces algorithmes de compression où Netflix a réussi à s'en acheter, parce que ça coûte cher en fait aujourd'hui les algorithmes de compression, à s'acheter le top du top pour la vidéo, mais il n'y a pas obligatoirement beaucoup de recherche pour le manga, et qu'en plus ça doit coûter un Et encore, moi Netflix, tu vois, des fois je trouve ça dégueulasse. Il y a des noirs où tu vois un peu les pixels et tout, et je trouve ça dégueulasse, mais bon, tu peux regarder un truc en Edge. Ça dépend de l'expérience. Oui, voilà, ça dépend de l'expérience que tu veux, quoi. C'est toujours ça, quoi.
Ah là là. Bah, c'est la moralité. Allez voir les expos où il y a des originaux. Bah oui, bien Ça, sûr, c'est vrai, évidemment. bien évidemment. Donc vous avez entendu, il y a eu beaucoup de galères, il y a eu des erreurs, il y a eu des ruptures aussi, des ruptures un peu inattendues. Et donc tout ça, ça vient de là, ça vient de ce contexte, ça vient de cette façon de faire qui a dû changer à vitesse grand V. Il a fallu travailler autrement et en travaillant autrement, bah forcément, ça a conduit à tout ce qu'on a pu voir cette année. Imaginez-vous au boulot ou à l'école, si on multiplie ou si on divise le temps de rendu, les délais par 2. Qu'est-ce que ça va impacter sur vos journées ? Imaginez. Et ça implique évidemment une réorganisation totale. Alors, on peut se réorganiser, mais il faut du temps. Et là, on a bien essuyé les plâtres. Bah ouais. Alors, heureusement, au niveau de la problématique des délais, j'ai l'impression que ça commence un peu à se calmer. Ça y est, maintenant, la pénurie, qui n'en était pas une, commence un peu à se calmer à ce niveau-là, sauf que la nouvelle problématique qu'on a maintenant, c'est les coûts qui ont complètement explosé, et c'est pas une problématique qui est tellement plus enviable en soi, on fait que reporter un autre problème, mais bon, en tout cas, sur les décalages, etc., normalement, on a essuyé les plâtres, on espère que l'année suivante, ça va se calmer un peu. Ça devrait aller mieux, mais même si on parle des erreurs des éditeurs, il y a aussi des erreurs chez les imprimeurs, parce que comme ils étaient eux aussi en plein embouteillage, ils ont pu aussi rater des bouquins. Et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, à chaque fois que souvent des éditeurs, parfois des éditeurs annonçaient suite à un problème de fabrication, nous devons décaler. En fait, c'est que en urgence, l'imprimeur doit refaire tout le stock ou toute une partie du stock. Et en fait, il y a aussi un truc qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que avant, il y avait un côté. Il y avait une marge de manœuvre au niveau de même d'un point de vue édito, tu pouvais si tu étais en bon terme avec ton imprimeur, tu pouvais un peu négocier avec lui et dire bon, excuse, je devais t'envoyer les fichiers à telle date, finalement ce sera 2 jours plus tard, est-ce que tu peux quand même me garder le créneau, etc. quoi. Ça commence, comme les imprimeurs sont vraiment avec tout ce qu'on a pu dire aussi dans cette émission ou dans d'autres, le côté l'arrivée de nouveaux entrants, la surproduction quelque part, il y a un truc de en fait les imprimeurs maintenant ils sont complètement, je dis pas en position de force parce qu'ils galèrent aussi, ils ont leurs problèmes justement de coûts, etc., mais ils sont en position de en fait non, je peux plus t'arranger parce que là mon planning il est complètement booké, si t'as pas respecté la date, je suis désolé, tu vas devoir être sur le prochain créneau parce que là ton créneau que t'avais prévu, je le donne à quelqu'un d'autre parce que lui il m'a envoyé les fichiers et puis du coup c'est bon quoi. Donc ça, cette marge de manœuvre elle existe plus tellement, donc c'est aussi ça qui peut expliquer qu'il y a des décalages qui peuvent se faire aussi à ce niveau là. Et évidemment, bien sûr, il y a aussi tous ces sujets qui ont bon dos pour des erreurs humaines ou des ratés. Bien sûr, après tout le monde personne n'est parfait, hein, exactement. Oui, mais et ça offre quand même un petit panel d'excuses plus facile aussi. Oui, et puis ce que vient de dire Robin, ça me fait penser je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que j'en avais déjà parlé, que quand on a vu, en tout cas dans la vidéo, l'arrivée des simulcasts, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de roue infernale qui se mettait en place, et je pense que ça n'avait pas encore touché le domaine de l'objet livre. Et maintenant, ils vivent au même rythme que les gens qui reçoivent des fichiers, qui doivent les rendre dans 24 heures pour qu'ils soient diffusés à telle heure le lendemain. Et il y a une espèce de course qui n'en finit pas. C'est tu sais, c'est les machines là où tu cours et le bouton stop ne s'arrête plus. Et tu es obligé de suivre le rythme que tout le monde s'impose en fait. Et imagine du coup maintenant avec l'arrivée de Manga Plus. Parce que c'est un autre phénomène qui est arrivé il y a 1 an et demi maintenant, ça va être ça. On va aller voir. Un peu moins d'1 an et demi, c'est que maintenant on a du vrai simultrad pour beaucoup de titres. Ouais. Et ça ne va aller qu'en augmentant, bien évidemment. Ouais, je pense. Ce qui nous amène à autre chose, c'est que s'il y a cette roue infernale dans laquelle tu es un hamster et que tu dois courir... C'est un shonen, c'est un shonen, la roue infernale. C'est qu'il commence à y avoir embouteillage. Oui et non, mais c'est qu'il y a de plus en plus de livres aussi. Il y a beaucoup plus... L'offre s'est agrandie puisque la demande était plus grande.
bah forcément l'offre s'est agrandie. Ça s'est agrandi notamment avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Là en 3 ans on a vu quand même beaucoup de nouveaux éditeurs arriver, pas que des petits d'ailleurs, il y a des gros éditeurs qui s'y mettent aussi, notamment avec du webtoon. Là je regardais sur le mois de janvier, il y a je crois 5 nouveaux éditeurs qui sortent des bouquins webtoon et manga confondus. Waouh. 5. Waouh. Il y en a dont je n'ai jamais entendu parler en plus, donc je sais pas s'ils vont vraiment y arriver, mais voilà, avec le webtoon en plus qui a une production énorme, et comme il y a très peu de choses qui sont sorties, ça fait un panel, un choix, parce que ça fait combien de temps que le webtoon ça existe? Ça fait plus de 10 piges, donc il y a forcément beaucoup de bouquins qui n'ont jamais été imprimés. Donc ça laisse vague vient de Corée. Ouais, c'est ça. Donc ça laisse du choix, ça fait une grosse arrivée de nouveaux acteurs. Là on comptait avec toi Robin, il y a quasiment autant de références sorties à la fin du mois d'octobre que ce qu'il y a eu sur toute l'année 2021. Ouais. Bel beau chiffre. Ouais, après, en plus, oui, c'est ça, c'est que là, on va être sur des mois qui vont aussi proposer des nouveautés pour Noël, etc. Donc, du coup, ça du coffret cadeau, et du coffret cadeau. Même si c'est sorti tôt cette année, les coffrets, justement, les éditeurs ont anticipé. Ils voulaient pas se retrouver bloqués, donc je crois que dès début octobre, il commençait à y avoir les coffrets cadeaux de Noël là sur la fin d'année. Et il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est s'il y a plus de titres, s'il y a plus de mangas, s'il y a plus de demandes, si les éditeurs veulent plus de choses et plus vite pour faire tourner le hamster plus vite, bah du coup, il faut que les ayants droit répondent plus vite. Alors ça, c'est... Enfin, vas-y, ça veut donc dire que les éditeurs japonais auraient dû prévoir ce que personne d'autre n'a prévu, cette explosion, et ils auraient dû se staffer en conséquence pour pouvoir répondre plus vite. Alors... Mais ils l'ont pas fait puisqu'ils l'ont pas vu venir, tout comme nous on l'a pas vu venir parce que personne ne l'a vu venir. Et donc du coup, même s'ils commencent à se restaffer, il faut former les gens et ainsi de suite. Et on se retrouve avec un effet de surbooking auprès des éditeurs et des services de droit étranger des éditeurs de manga au Japon. Mais moi, enfin, les quelques mangas qui parlent du milieu du livre en France, et il commence à y en avoir quelques-uns, ils sont effrayants. Je veux dire, ils parlent d'horaires incroyables, parce que, bon, on va dire que, mettons que le manga, que certaines séries soient déjà connues, etc. Donc, le mangaka, il a quand même 1 semaine pour rendre un épisode. C'est très court. Il y a donc des staffs qui sont là pour réceptionner la matière première dès qu'ils peuvent. Ça fait des horaires incroyables. Enfin, on sait tous, on a tous en tête les plannings de Oda, de Hiromu Arakawa quand elle parlait de, en plus elle quand elle était agricultrice. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais je trouve ça effrayant, vraiment. Et donc ils doivent répondre à la demande qui vient de France. Mais à la demande qui vient d'Italie, à la demande qui vient d'Allemagne, à la demande qui vient d'Angleterre, à la demande qui vient des États-Unis. Ouais, de partout. À la demande qui vient de partout et qui a explosé aussi partout. On n'est pas les seuls à lire plus de mangas. C'est évidemment un phénomène aussi mondial. Et on se retrouve à des vraies phases de surbooking des ayants droit. Et là encore, c'est les plus petits éditeurs qui en payent le prix. Parce que, imagine, tu vois, t'es chez un super éditeur japonais et tu vois 2 mails arriver, tu vois, je prends un exemple au hasard, hein, tu vois Kurokawa et Naban, bah tu vas peut-être répondre à Kurokawa en premier. Ils t'achètent plus de titres, ils te font rentrer plus d'argent, donc tu peux y répondre plus vite. Et puis Naban, tu fais voir, vu ce que tu nous rapportes par rapport à Kurokawa, on verra la semaine prochaine. Ce qui rajoute des délais sur les petits. Enfin voilà, c'est aussi ça qui est très difficile pour des éditeurs plus petits et qui se retrouvent à devoir décaler leur sortie, pas parce qu'ils n'ont toujours pas les validations, les réponses. La couverture n'est pas validée, ils n'ont pas eu le temps de le montrer à l'auteur et ainsi de suite quoi. Donc là, ça c'est un autre phénomène. Sans compter un truc qu'on n'avait pas vu venir non plus, c'est les gros éditeurs qui ne réimprimaient plus les bouquins, comme Delcourt Tonkam, comme Pika, et qui ont décidé de lancer des grosses phases de réimpression.
Et bah là aussi, ça doit repasser encore une fois par, alors pas forcément des contrats, mais Oui, ça la doit- validation est de toute façon. ça doit y repasser puisqu'il y a forcément des changements en 15-20 ans, le papier est plus le même, il y a des choses qui sont plus les mêmes, donc Genre, comment tu- ça, vous voulez pas cette couve ouais, c'est ça. avec non, les aussi, couleurs bien années 80? Non. ils gardent les couvertures en général, sinon ils sont obligés de changer de code barre. Mais bon, il faut forcément y repasser. Bref, tu vois, ça fait encore un autre level de bordel au milieu de tout le bordel dont on parlait. Moi, par exemple, c'est vraiment un exemple que j'ai vécu. J'écrivais une sorte de bouquin encyclopédique sur licence cette année pour un éditeur français, mais sur validation japonaise. Donc du coup, comme c'était un truc encyclopédique, ils doivent regarder chaque texte si ça leur va, et donc chaque texte est traduit, il leur est envoyé, enfin traduit grossièrement, il leur est envoyé, et ils doivent dire ça va pas. Globalement, ils disaient ça va. De toute façon, il n'y avait rien d'exceptionnel dedans. Et bien au bout d'un moment, ils ont fait on n'a plus le temps, on va arrêter de valider. Ah, du coup, tout est bon? Ah non, vous mettez en stand-by le book. Genre on n'a plus le temps de valider. Ouais. Mais on veut pas que vous l'éditiez. Bah du coup, oui, ça n'a plus d'intérêt. C'est pas validé, ouais. Bah oui, parce que du coup, tu n'as pas le droit d'utiliser les images si c'est pas validé. Enfin, certains se prennent le droit, mais c'est s'ouvrir à d'autres complications. Donc voilà, il faut au moins qu'ils jettent un œil dessus. Bah après, il faut peut-être qu'ils adaptent leur manière de contrôler. Peut-être qu'il faut qu'ils contrôlent moins, qu'ils laissent plus. Il faut aller leur en toucher un mot. Ça c'est une autre façon de voir les choses. Ils ont effectivement. réouvert les frontières. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi cette année? C'est des frondes sur les réseaux sociaux qu'on n'avait jamais vu avant. Ah, ils étaient en forme. Hein. Oh, non, mais c'est-à-dire qu'on avait déjà vu des bad buzz sur plein de choses. Mais là, face à une industrie comme ça, qui concerne pas non plus des tas de personnes, j'avais jamais vu autant de frondes un peu... alors pas toujours violentes verbalement, mais violentes par la forme massive que ça prend. Oui. Tu vois, même si tout le monde peut être poli, mais sauf que si t'as 10 000 mecs polis mais qui t'embrouillent, tu te sens mal quand même. Et ça a un effet violent quoi qu'il en soit, ne serait-ce que par le nombre. Et il y a des équipes qui pendant des années, tu vois, vous imaginez au travail, il y a plein d'équipes, il y a plein de staff différents qui font différentes choses. Sauf que là, c'est les réseaux sociaux, maintenant tout le monde est dessus. Donc tout le monde se sent touché. Tu vois, même si t'es un petit peu détaché de ton travail et quand tu rentres chez toi, c'est chez toi, mais t'es un petit peu touché si on a dit du mal de ta boîte, de ton bouquin. Et donc du coup, ça commence à toucher toutes les parties de l'entreprise et plus que la communication ou que le patron et ainsi de suite. Les réseaux sociaux. Et donc ça commençait à forcément ça comme ça a touché les gens, ça a joué sur leur travail. Et puis il y a des gens qui face à tout ce boulot, plus ces phénomènes, plus ça, qui se sont retrouvés surmenés totalement. Et il y a eu quasiment chez tous les éditeurs des phénomènes de surmenage dans les équipes, avec des gens qui ont dû s'arrêter plusieurs semaines et ainsi de suite, quoi. Ouais, et puis c'est mine de rien, c'est un phénomène qui est pris en compte par les éditeurs. Enfin, je veux dire, mathématiquement, ça engage du temps et de l'énergie pour les équipes qui prennent en compte tout ça, les retours des gens. Alors, ils les prennent en compte ou pas. Des fois, ils en tiennent pas compte. Des fois, ils en tiennent compte. Il y a quand même eu un certain nombre d'éditeurs qui, me semble, ont tenu compte des bad buzz, etc. et ont répondu à ça, alors d'une manière que les gens ont pu juger bonne ou mauvaise, avec ceux qui seront de toute manière les éternels insatisfaits et les autres. Mais quoi qu'il en soit, ils ont pris du temps à plusieurs pour ça. Exactement, ils ont pris du temps, ça a engagé de l'énergie de l'équipe de com digital qui gère la modération des réseaux sociaux, l'équipe édito qui a pris des décisions vis-à-vis de ça, l'équipe marketing, j'en sais rien, enfin tu vois, genre en gros toutes les... Oui, c'est comme tu disais, tous les maillons de la chaîne ont pu être impactés par ça. Alors, c'est peut-être un phénomène marginal. On peut pas dire que c'est ça qui va expliquer les décalages, etc. Mais ça rentre dans
une dynamique et on peut pas dire que ça a pas d'impact non plus. Ouais, ça fait partie des détails. Et puis malgré tout, dans tous ces gens pas contents, il y a aussi les premiers clients des éditeurs qui sont les libraires, qui aussi vont s'exprimer sur les réseaux sociaux et qui ont aussi pour certains des relations particulières avec l'éditeur, donc ils vont leur remonter leur mécontentement de manière directe aussi. Faut pas croire que les libraires ne disent pas quand il y a un problème, ils le voient eux aussi. En général, c'est les premiers, c'est un peu les premiers retours que tu prends quand il y a un problème entre guillemets sur un titre. Ça, en général, ça te remonte des libraires quand même, parce qu'en général, ils ont les informations sur les titres avant les lecteurs, les clients finaux. Mais donc oui, c'est les premiers, c'est les éclaireurs, on va dire. Mais après, t'as la masse, le peloton qui arrive après. Mais après, et puis le phénomène, tu sais, ça s'enflamme, parce que du coup, le traducteur, même s'il n'est pas concerné, qu'on n'a rien dit sur sa traduction, il est quand même un peu chafouin, parce que du coup, ça jette un peu l'opprobre sur le titre dont il s'est occupé et qu'il aime beaucoup. Et il va t'envoyer un petit mail pour te dire oui, je sais t'as vu ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et puis le lettreur, il va faire la même chose, parce qu'il c'est des gens qui sont passionnés globalement, donc qui vont être touchés, qui vont se sentir concernés, parce que le marché des gens qui travaillent le manga, c'est pas 1 million de personnes en France, c'est 150-200 personnes. Ouais. Et surtout, ça c'est un truc, je pense que... Tu veux dire les gens qui travaillent dans les maisons d'édition. Ouais, vraiment, qui sont concernés à fond par le manga, c'est un tout petit milieu. C'est vrai que chez nous, sur le podcast, on l'a déjà dit, mais parce que dès qu'on aborde ce sujet des réseaux sociaux, des bad buzz, etc., n'oubliez pas que vous vous adressez à des gens qui bossent vraiment les titres que vous aimez de manière... Alors je veux pas faire le oui, tu vois, mais c'est quand même globalement des équipes de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui essayent de faire les choses le mieux possible par rapport à ce qui... les contraintes qu'ils ont, et donc n'amalgamez pas ce que vous pensez être le grand mal d'une maison d'édition et les gens qui bossent sur les livres que vous lisez, tu vois. Et c'est ça qui est toujours un peu délicat, c'est que vous pouvez toujours critiquer, pour moi mon opinion personnelle, c'est vous pouvez toujours critiquer la stratégie d'une boîte, le fait que vous trouvez que les patrons s'en mettent plein les fouilles, etc. Mais voilà, n'oubliez pas que les gens qui font vos livres, c'est des gens comme vous, et c'est eux qui vont recevoir vos messages. Donc en fait, il faut aussi un peu mesurer ça, quoi. Ça peut être violent, quoi. Ça peut être carrément violent. Non, mais voilà, tu vois, c'est clair. Et je sais pas, c'est vrai que la question des réseaux sociaux, moi je me dis, dans les quelques années à venir, ça va être intéressant de voir comment ça va être pris en charge par chaque éditeur, parce que déjà là on voit qu'il y a différentes façons de faire, différentes façons de s'exprimer, différentes façons de s'adresser à son public et à ses publics aussi, parce qu'il y a des maisons qui recouvrent des collections tellement différentes que ça peut être ça peut être des séries pour tout petits, comme ça peut être des choses pour beaucoup plus grands. À ses publics et à ses réseaux sociaux, puisque du coup tu dois adapter aussi ton discours par rapport à la technologie et au réseau social que tu utilises. C'est devenu un espèce de casse-tête à plusieurs entrées. Et c'est devenu très complexe tout ça. Ouais, parce qu'il y a 10 ans, jamais on se serait pas douté qu'un TikTok arrive et que tous les éditeurs se mettent dessus et communiquent avec. Comme ça se trouve, dans 10 ans, il n'y aura plus Twitter. Il y aura peut-être plus Facebook. Peut-être même avant. N'est-ce pas? Mais on vous enverra vos livres par pigeon voyageur. Donc non, mais c'est vrai que tout peut changer très vite, mais à chaque fois tous ces éléments vont aussi articuler la communication des éditeurs. Mais encore une fois, et on le répète de temps en temps, le manga c'est quand même particulier dans le livre et dans les produits culturels. Il y a que ça fait partie des rares éléments culturels où l'éditeur communique autant et d'être aussi proche de ses lecteurs. Et c'est vrai que ce que tu as dit sur le fait que ils sont pas nombreux les gens qui bossent sur les mangas, quoi. C'est-à-dire que les maisons d'édition, on a l'impression que c'est des espèces de grandes boîtes, de grandes entités. C'est des PME, globalement, c'est vraiment des petites entreprises. C'est vrai. Alors certaines font partie de plus gros groupes. Groupes, etc. Mais je veux dire, globalement, les gens qui font vos livres, c'est des petits groupes, c'est des petits groupes de gens.
Et donc il y a de l'humain en jeu, et donc quels que soient les griefs que vous pouvez avoir et qui sont totalement légitimes, n'oubliez jamais ça, quoi. N'oubliez jamais que derrière, c'est les gens à qui vous allez vous adresser, c'est des êtres humains qui vont prendre vos propos avec plus ou moins de violence ou pas, et même si c'est dit poliment, l'accumulation crée aussi ce truc, quoi. Donc bon, après voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle des réseaux sociaux, mais je vais un peu sur ce registre là, et les gens me comprennent pas forcément parce que ils se sentent légitimes à dire s'ils ont des problèmes avec des éditions, et ils ont totalement raison, mais j'aime bien quand même rappeler ça, quoi. C'est parce que t'es un incompris, Robin. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour je pense j'ai de l'empathie, quoi, pour les gens qui reçoivent tous ces messages, quoi. Ouais. Je vous propose de conclure cette émission, et puis je vais commencer. Oui, le marché va bien, il va continuer d'aller bien. Donc les éditeurs vont pour l'instant continuer à gagner encore un peu d'argent. Ça, c'est sûr, mais attendez-vous à ce que les prix augmentent encore. Ouais. Ne soyez pas surpris, auditeurs de la 5e de couve. Ils vont pas énormément augmenter, mais je pense que voilà, dans l'année et demie qui est devant nous, il y a des prix qui vont encore augmenter. Il y a des fails qui vont à nouveau arriver. Bah oui. Parce que ça, c'est inévitable de toute façon. Il y aura peut-être un peu moins, espérons-le. Il y a des éditeurs qui vont réduire la voilure sur le nombre de sorties aussi, je pense. C'est pas plus mal. Parce que même s'il y a beaucoup de titres édités au Japon, on n'a pas non plus un choix d'excellents titres qui valent le détour pour la France. Donc déjà, il va falloir faire le tri. Il y a quand même quelques titres qui passent totalement sous le radar et qui n'intéressent personne et qui sortent. Donc ça, il y en aura toujours. Mais... Acheter Journée Beyond Heaven. Ah, mais ça intéresse beaucoup de monde. Pas suffisamment, mais beaucoup. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a des éditeurs qui vont réduire la voilure, mais que pendant ce temps-là, d'autres vont arriver et augmenter la leur. Puisque du coup, c'est Game of Thrones. L'univers a peur du vide. Donc, si certains éditeurs éditent un petit peu moins, ça fera de la place pour les autres qui vont éditer un petit peu plus. Donc, on aura toujours autant de mangas. Ouais. Mais je pense qu'il y a une rationalisation qui va avoir lieu. Alors, pas l'année prochaine, hein, parce que là, de toute façon, c'est trop tard. Oui, on vous a expliqué. 2024, nous sommes en juillet. Ouais, juillet c'est ça. 2023. Ouais. Mais fin 2023, et toute l'année 2024, je pense que les éditeurs... Alors, encore une fois, les politiques peuvent changer d'ici là, mais je pense que 2024 sera un peu plus rationnel. C'est une prédiction. Ah, super. Maxime a sorti sa boule de cristal et tout. Non, mais moi, je sais pas, je trouve que c'est toujours bien de effectivement rappeler que voilà, c'est des métiers de passion, comme on dit. Et que voilà, il y a des gens qui travaillent, qui sont donc des humains. Et moi, ce qui me fascine, c'est cette capacité qu'on s'est découvert à se dédoubler tous. Parce qu'on vit sur différentes échelles temporelles. Enfin, on est déjà dans le futur, les gens. C'est incroyable. On pense constamment à des choses qui vont arriver dans minimum 6 mois, maximum 1 an, 2 ans. Là, on est déjà sur les 15 meilleurs mangas de 2022. Ouais, et à côté de ça, on est dans l'instant avec tous les réseaux sociaux qui nous tombent sur la gueule. Et on est dans une espèce de recherche de la simultanéité, c'est arrivé au Japon, quand est-ce que ça va sortir en France, qui va l'acheter? Les gars, c'est prévu pour 2025. Robin, à toi. Si tu veux conclure cette émission, oui, c'est vrai que le dernier mot. Je rebondis sur ce que dit Julie. C'est vrai que la particularité du métier d'éditeur, c'est que tu jongles sur plusieurs temporalités en même temps, et tu jongles sur plusieurs aussi... en plus plusieurs niveaux d'espace et plusieurs niveaux de temps, quoi. C'est Doctor Strange. Ouais. Non, mais du coup c'est vrai qu'il y a un côté très il faut arriver à ménager tout ça, et forcément quand on est dans des périodes de crise comme on est en train de vivre actuellement, il y a des impacts. C'est aussi con à dire que ça, c'est que là on a passé 1 heure à vous expliquer la spécificité du marché du livre, mais en gros ce qui s'est passé, c'est juste que là la société française et internationale traverse une crise, et donc ça impacte le milieu du livre à notre petite échelle, tu vois. Mais donc on va s'adapter comme toujours. Et tout l'intérêt de cette émission, c'était effectivement de vous donner toutes ces infos, toutes ces billes pour que vous puissiez aussi juger les choses par vous-même. De Doctor Strange et du multivers, on passera à l'espace la semaine prochaine. Yay. On va dans l'espace. Le vide, le silence. Ah, ça va être bien ça. 1 heure de silence. Non, il y aura Johnny, donc il y aura impossible d'avoir 1 heure de silence. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut, merci.